présentation si c'est possible. Hop, voilà. C'est un peu perturbant sur Teams parce qu'on ne voit pas les gens, on peut que afficher. Donc voilà. Nous, on te voit, on voit tout, mais toi, tu ne vois qu'une fenêtre normalement. C'est ça, ouais. Je vais, heu, je vais essayer de vous mettre côte à côte, comme ça je vous vois quand même, parce que moi sinon j'y arrive pas. Hem, alors je suis juste un tout petit peu perturbé parce qu'il y a du coup, Victor qui devrait être, Je l'ai avec vu arriver. J'ai vu un Victor. ah Hello. ouais, Victor. Salut Victor. Salut Ambroise. Bon, désolé, Voilà. j'étais resté sur le lien Zoom qu'avait envoyé Émilie. Je ne savais pas que c'était sur Teams. Ah pardon, il y a eu un petit quiproquo alors, je suis désolée. Mais pas de souci, on avait à peine démarré. Du coup, bienvenue à tous. On va du coup, peut-être démarrer, par se présenter. Donc je m'appelle Ambroise, j'ai cofondé et je dirige, Les Nouveaux Géants dont je vous dirai, 2 mots depuis 1 an et demi. Hem et Victor, je te laisse te présenter. Oui, et donc moi je suis Victor, je suis ingénieur produit chez Electrodépôt depuis 3 ans maintenant. Et je fais notamment de l'éco-conception maintenant chez Electrodépôt. Alors, 2 mots, sur, Les Nouveaux Géants pour que vous puissiez savoir d'où on parle, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Heu, en gros, notre mission, c'est concrétiser la transition écologique dans les entreprises. Le mot important, c'est concrétiser, donc comment on rend opérationnel et concret, les intentions, les feuilles de route, les trajectoires et cetera. Et la manière dont on le fait, c'est avec des formations, donc notamment une formation à l'éco-conception, qu'a vécu, Victor avec, nous on pense que la RSE doit s'incarner, et vous me rejoindrez sans doute, dans tous les métiers. Et donc on développe au fur et à mesure des parcours de formation, métier par métier. Donc là, on est sur des métiers, du produit aujourd'hui, mais on a par exemple, un parcours pour les métiers du chiffre, sur la performance extra-financière, on regarde la communication responsable et cetera. Donc c'est vraiment comment dans le métier, on agit. Hem et les nouveaux géants, c'est Victor. C'est les personnes qui se sont saisies du sujet, qui participent à nos programmes qui vont porter un peu, les moyens d'agir, dans l'entreprise. Voilà, en 2 mots, qui on est, ce qu'on fait. Et heu et alors on n'a pas le temps de faire un tour de table, mais peut-être si dans le chat, le thème de l'éco-conception vous parle, et pourquoi vous êtes là, en fait, vous avez envie de l'écrire, vous pouvez peut-être le faire et puis pendant qu'on démarre, on démarre le témoignage avec Victor. Voilà, du coup, Victor, je te Peut-être, je t'interromps, moi, juste 2 secondes parce qu'effectivement, ça on a très envie de savoir, qui fait quoi et pourquoi ils sont là ce matin. Mais, sur l'éco-conception, en tout cas, on pourra, en reparler pleinement dans notre groupe de travail durabilité qui se lance au mois de mars, si ça vous intéresse. Voilà, on va travailler avec le label Long Time. Emmanuel Bernard qui est là, qui nous aide à lancer ses travaux, qui est dans le groupe SAMC, et Visiative. Donc on a tout cette pan de travaux sur la durabilité. Maintenant, on a aussi des adhérents sur l'alimentaire qui nous demandent, de travailler sur l'éco-conception pour l'alimentaire et ça, c'est assez nouveau, voilà, comment on fait en sorte d'éco-concevoir aussi sur l'alimentaire. OK. Ça marche. Du coup, Victor, peut-être un rappel de ce qu'est l'éco-conception. On vous propose ça, je pense que vous êtes tous à peu près alertes, mais en gros, les grands principes clés et puis ensuite on rentrera dans le témoignage de Victor. Ouais, ça marche, OK. Alors effectivement, je ne sais pas quel est le niveau d'information qu'ont les participants aujourd'hui sur l'éco-conception. Pour faire très bref, voilà, on a cette jolie slide. L'éco-conception, concrètement, c'est une démarche qui va s'intéresser à évaluer l'impact environnemental d'un produit et surtout de pouvoir l'améliorer par la suite. Donc c'est une démarche qui est
transverse, qui est global, comme il est bien expliqué sur cette slide. C'est tout simplement le fait qu'on ne va pas s'intéresser uniquement à la conception, à la fabrication des produits, comme on pourrait le penser par son nom, mais on va bien s'intéresser à toutes les phases du cycle de vie d'un produit et on va chercher à quantifier ça en termes d'impact environnemental. Alors, les démarches d'éco-conception, ça s'appuie sur 4 piliers. Donc, le premier pilier, ça va être le cycle de vie. Qu'est-ce que c'est le cycle de vie? En fait, ça va vraiment être toutes les phases de vie du produit, depuis l'extraction des matières premières qui sont nécessaires à sa fabrication, jusqu'à son recyclage, en passant par tout ce qui est fabrication, transport, distribution et utilisation. Donc, pour évaluer, pour quantifier ce cycle de vie, on va réaliser ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, ou ACV. C'est une méthode scientifique, la méthode de référence, qui va en fait consister à faire tout le bilan des flux entrants et sortants du produit. Donc, flux entrants, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout ce qui est matériaux, énergie, transport, dans le cycle de vie du produit. Et les flux sortants, qui seront tout ce qui est déchets, émissions polluantes, etc. Et donc tout ça, on va les convertir ensuite en indicateurs environnementaux pour pouvoir évaluer le produit. Le deuxième pilier, c'est le système produit. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on ne va pas s'intéresser uniquement au produit, on va s'intéresser à tout ce qui s'y rapporte. Donc, on va parler notamment de tout ce qui est emballage, on va parler de tout ce qui est palettes, cintres, les sacs, mais aussi tout ce qui entre en ligne de compte dans la phase d'utilisation du produit, que ça soit de l'eau, de l'électricité, de la lessive, par exemple, pour un lave-linge. Donc voilà, ça va s'intéresser à tout ce système-là. Ensuite, l'éco-conception, c'est une approche qui est multicritère. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas s'intéresser uniquement à un critère d'impact environnemental. Typiquement, le plus connu sont les émissions de CO2, mais on va regarder différents critères. Il y en a toute une palette. On va retrouver par exemple l'acidification des océans, eutrophisation des sols, utilisation de ressources minérales et métalliques. Donc tous ces critères-là, ils vont être inclus dans cette démarche. Et le but, c'est en fait de bien être vigilant à ne pas avoir ce qu'on appelle des transferts d'impact. C'est-à-dire que parfois, réduire les émissions de CO2 liées à un produit, en fait, ça va augmenter les émissions sur un autre critère. Donc l'idée, c'est de garder une vision globale sur tous ces critères pour s'assurer que nos actions, elles ne vont pas avoir d'autres impacts que ceux qu'on évalue sur un critère. Et enfin, il y a la notion de service rendu qui est très importante en éco-conception. On peut assimiler ça à ce qu'on appelle aussi l'unité fonctionnelle. En fait, on va s'intéresser à l'usage du produit. Typiquement, là, sur l'exemple, quand on parle d'un jean, si on prend le service rendu, porter un jean pendant 10 ans, un jean qui dure 10 ans, on ne va pas le comparer à un jean qui dure 1 an. On va le comparer à 10 jeans qui durent 1 an. Voilà, donc il y a cette notion en fait de service rendu qui va notamment servir sur les comparaisons entre produits. Ok, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, et peut-être n'hésitez pas à en avoir, ou alors on les fera à la fin, mais ça peut être aussi, moi j'aime bien quand c'est une discussion, donc s'il y a des choses qui viennent, on peut aussi les prendre un peu au fur et à mesure. Ok, je te laisse enchaîner, Victor, du coup. Oui, donc pourquoi c'est si important l'éco-conception? Voilà, concrètement, l'éco-conception, comme je le disais, c'est ce qui va permettre d'identifier ce qui pollue réellement sur un produit et du coup de réduire son impact. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans le monde du retail, globalement, on est entre 80 et 90% du CO2 émis par les entreprises qui vient directement du produit. Donc, c'est énorme. Et du coup, l'éco-conception qui va agir directement sur le produit, c'est l'un des seuls moyens de réduire efficacement l'impact environnemental de son activité sur le retail. Alors du coup, je vais enchaîner avec mon petit témoignage sur la démarche de l'éco-conception chez Electrodépôt, vous faire un petit peu le cheminement et voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment est-ce qu'on en est arrivé là. En fait, tout est parti il y a 2 ans du bilan carbone de l'entreprise. En fait, on a fait faire notre premier bilan carbone par un organisme extérieur. Et en fait, le résultat de ce bilan carbone, c'était, comme je le montrais, que 90% de notre impact, il venait des produits.
Et sur ces 90%, il y avait 45% qui étaient plutôt issus de la fabrication de nos produits et de l'extraction de leurs matières premières, et les autres 45% de l'utilisation des produits. Alors c'est un peu normal quand on vend des produits d'électroménager, forcément tous nos produits utilisent notamment de l'électricité, donc ils ont un impact usage qui est assez important, mais ça reste de l'impact lié aux produits. Donc suite à ces résultats, en fait on s'est fixé pour objectif de diminuer notre impact carbone et de le diviser par 2 d'ici 2030. Donc c'est quelque chose qui est assez ambitieux, clairement, et l'un des piliers de notre stratégie pour atteindre cet objectif, c'est l'éco-conception. Alors c'est pas le seul, on compte aussi s'appuyer notamment sur tout ce qui est évolution réglementaire sur l'ERP, donc tous les produits qui sont soumis à étiquette énergie. On compte sur le fait que nos fournisseurs vont pouvoir de plus en plus nous proposer des produits qui sont plus efficaces en termes de consommation d'énergie. Un autre axe de notre stratégie, ça va être tout ce qui est reconditionné. Donc on a créé une filiale de reconditionnés donc pour nos produits qui sont réparés par un réseau local qu'on a constitué. Mais l'éco-conception est le troisième pilier de notre stratégie. Alors forcément, une fois qu'on s'est rendu compte que 90% de notre impact venait des produits, et ben on a cherché un moyen de diviser en fait, de réduire. Je suis désolé, je lis les questions en même temps, ça me déconcentre. On a cherché un moyen de le réduire, mais on ne savait pas du tout par où commencer. En fait, on n'avait jamais fait d'ACV, on n'avait jamais abordé la démarche de l'éco-conception. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recherché des partenaires qui allaient nous faire monter en compétences et qui allaient nous accompagner sur cet aspect-là. Donc, on a fait appel notamment au pôle éco-conception et aux nouveaux géants. Donc, dans un premier temps, on est passé par une grande phase de sensibilisation de nos effectifs, donc surtout les équipes de l'offre liées aux produits. Les ingénieurs produits dont je fais partie, ils ont été les premiers impliqués avec les responsables produits. Et ensuite, on a aussi impliqué les autres métiers. Je le précise parce que c'est assez important, parce que même si c'est nous, les ingénieurs produits, qui avons pris la casquette chez Electrodépôt de l'éco-conception et qui centralisons les demandes, c'est important vraiment d'impliquer tous les métiers, parce que comme on le disait juste avant, l'éco-conception, c'est une démarche globale et ça va faire intervenir beaucoup de métiers différents. Quand on parle de transport, par exemple, la logistique, elle peut être complètement et directement impliquée. Donc, chaque métier a son rôle à jouer dans cette démarche. Alors, du coup, comme je le disais, il a fallu démarrer de zéro, d'apprendre ce que c'était que l'éco-conception, les phases de cycle de vie d'un produit, les différents critères d'impact, et apprendre à réaliser des analyses de cycle de vie. Donc au départ, avec le pôle éco-conception, on a démarré avec une méthode qui est très simplifiée, avec une base de données open source pour analyser les cycles de vie de nos produits. Et on a commencé à faire des analyses des ACV de tous les côtés. L'idée, c'était de cartographier un peu plus précisément notre impact et d'aller un peu plus loin que ce qui avait été fait avec notre bilan carbone. Donc ça, c'était le premier objectif de toute cette campagne d'ACV qu'on a menée en interne. Le second objectif, c'était d'améliorer notre impact, mais ça, dans un premier temps, c'est resté bien de côté parce qu'on ne savait pas du tout comment aborder cet aspect-là. Donc l'objectif premier, c'était préciser le bilan carbone et ensuite de partir sur l'amélioration de notre impact. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que en tant que distributeur, on n'a pas forcément la main sur la conception et la fabrication de tous nos produits. Même si on fait de la MDD, on sait comment ça marche. Souvent, les fournisseurs, ils peuvent en faire qu'à leur tête ou pas forcément communiquer toutes les informations dont on a besoin. Donc, on n'est pas forcément en maîtrise totale des procédés de fabrication et des technologies qui sont utilisées dans nos produits. Et on a parfois du mal à collecter les infos dont on a besoin. Donc, c'était parfois un peu décourageant et on avait du mal à passer en fait à cette phase d'amélioration de nos produits. Et c'est à ce moment en fait que sont intervenus les nouveaux géants dans notre démarche. Et en fait, le parcours des nouveaux géants, il nous a permis de mettre le pied à l'étrier, en fait, tout simplement. C'est pas une solution miracle, clairement, mais ça permet vraiment de se lancer sur des projets qui sont vraiment concrets d'éco-conception, sur des produits qu'on souhaitait sortir réellement, et pas seulement des projets théoriques. Donc, il y a certains de ces projets qu'on a lancés avec les nouveaux géants qui sont en cours de finalisation.
qui ne sont pas encore en magasin, mais j'espère que ça ne va pas tarder. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que même si on a travaillé que sur quelques produits, donc 3 ou 4 produits sur une classe, en fait, travailler sur un seul produit, ça va ouvrir énormément de portes, que ce soit en termes de connaissances sur l'éco-conception, mais aussi chez les fournisseurs, en fait. Donc, on va développer des nouvelles méthodologies de travail, des nouvelles pratiques, et on va aussi faire de la conduite de changement chez nos fournisseurs. Et derrière, en fait, ça va pouvoir ouvrir la porte à plein d'autres produits. Donc, il ne faut pas se dire qu'il va falloir refaire toute la démarche pour chaque produit. En fait, finalement, on capitalise très vite. D'ailleurs, à ce sujet, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais j'ai raconté qu'on faisait des formations innovantes. Et une des innovations principales, c'est qu'en effet, au cœur de chaque parcours qu'on va concevoir, et dans le parcours éco-conception, il y a la réalisation d'un projet réel. Parce que notre objectif, c'est de dire, en fait, c'est l'autonomie. Si pour chaque produit, vous devez refaire appel à nous, on a raté notre mission d'internaliser la compétence écologique dans les équipes. Mais si on fait des études de cas sur des trucs qui sont fictifs, genre un jean, alors que vous faites des aspirateurs ou des cosmétiques, évidemment, quand on va partir, vous ne serez pas autonome. Donc, pardon pour cette incursion, mais vas-y, je te laisse reprendre. Non, mais tu fais bien, hein. Comme on disait, c'est en discussion. Donc, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai globalement terminé sur là où on en est chez Electrodépôt. Donc aujourd'hui, voilà, comme je le disais, on a des projets qui sont en cours de finalisation, qui ne sont pas encore sortis en magasin, mais ça ne saurait tarder, normalement. On a encore beaucoup à faire, clairement. Mais aujourd'hui, on se considère comme lancé vraiment dans la démarche et on a une idée beaucoup plus claire de comment on va s'y prendre pour atteindre nos objectifs. Et donc ça, c'est déjà un très grand pas par rapport à l'année dernière. Peut-être juste avant d'enchaîner, Victor, tu peux nous dire l'effet sur les équipes? Alors, l'effet sur les équipes, alors forcément, moi, je suis directement impliqué en fait dans la démarche, étant donné que, comme je le disais, c'est les ingénieurs produits qui ont pris un petit peu la casquette éco-conception. Donc forcément, moi, ça a changé complètement mon job, en fait, finalement. Aujourd'hui, l'éco-conception, c'est une part considérable sur mon travail. Sur les autres métiers, en fait, je trouve que cette démarche qu'on a eue, du coup, de faire appel à des prestataires extérieurs et d'avoir tout ce parcours de formation, notamment avec les nouveaux géants, et d'impliquer ces autres métiers, ça a surtout été de la sensibilisation. Aujourd'hui, en fait, notamment les responsables produits, ils sont beaucoup plus sensibles à ces aspects-là et c'est plus vu comme une démarche qui est annexe, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils ont réussi à intégrer et auquel ils font attention dans la sélection des produits notamment. Et ensuite, sur les MDD, ils vont nous écouter, ils vont avoir une oreille beaucoup plus attentive pour les pistes d'éco-conception, en fait. Donc voilà, après, il y en a toujours, évidemment, qui restent réfractaires. Certains vieux briscards qui souhaitent pas changer leur manière de travailler. C'est sûr que c'est un combat au quotidien, mais globalement, je trouve que, voilà, on a des équipes très courtes chez Electrodépôt, et le fait que quasiment chaque personne ait pu participer au parcours fait que tout le monde est globalement bien au courant de la démarche, de ce qu'on fait, et sont plutôt ouverts, et ça, c'est top. Franchement, c'est pour ça aussi que c'est, je trouve, important d'impliquer tous les métiers, pas seulement ceux qui sont directement liés à la démarche, mais ceux qui ont peut-être juste une petite partie à apporter sur les démarches d'éco-conception. C'est important qu'ils aient vraiment la vision d'ensemble pour pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on fait les demandes qu'on fait, en fait, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est parfait, merci beaucoup. Super. Peut-être que du coup, dans les quelques minutes qui nous restent, tu peux partager un peu comment toi, tu as vécu le déroulé de l'ensemble et ensuite, on passera peut-être aux questions. Ça marche. Alors, globalement, pour aller assez vite, le parcours Nouveau Géant, il est structuré en 4 gros modules présentiels, donc des modules de 4 heures, qui se déroulent alors, généralement hors du lieu de travail. Ça, c'est assez important, je trouve, parce que en fait, ça permet vraiment de changer d'air, d'ouvrir un peu ses chakras. Et puis, on va se libérer aussi du temps en s'éloignant de l'opérationnel et du lieu de travail. Donc, c'est des modules sur lesquels on est totalement focus. On est dédié aux modules. Alors, ces 4 modules, ils sont espacés de plusieurs semaines.
Ce qui est bien aussi parce que ça permet d'avancer sur les projets entre-temps. En fait, on ne va pas travailler sur le projet d'éco-conception uniquement pendant les modules, mais c'est vraiment une démarche continue. L'ensemble, pour information, ça dure à peu près un trimestre. Vraiment, l'idée, c'est d'accompagner le projet sur du moyen terme. C'est ça. Donc effectivement, les modules, ils ont chacun des thèmes. Présentation de l'éco-conception pour le premier module. Deuxième module, on aborde vraiment l'ACV, on démarre l'ACV sur notre produit. Le troisième module, c'est un module de brainstorming, de créativité, en fait, où on va chercher des pistes d'amélioration. Et durant le dernier module, on va vraiment aborder sur la communication du produit, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et entre chaque module, en fait, comme je le disais, il peut y avoir plusieurs semaines. On n'est pas complètement livré à nous-mêmes. Il y a une séance de coaching donc, qui est organisée, alors je pense que c'était à peu près toutes les semaines de mémoire, avec un expert technique qui suit le projet et qui nous aide à avancer. En fait, il est là pour répondre à nos besoins si on est coincé, si on ne sait plus trop comment avancer, si on a des soucis d'ordre technique ou de modélisation avec nos ACV ou même d'interprétation. Enfin, il est vraiment là pour coacher et donc c'est des séances qui permettent de rythmer aussi la démarche et pas que ça reste au point mort entre chaque module. Donc c'est vraiment pas mal. Alors en plus du coaching hebdomadaire, il y a aussi des séances de micro-learning quotidien. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Ces micro-learning, c'est en fait des contenus qui sont mis en ligne chaque jour sur un site web qui est dédié au projet. Et ils sont très variés en fait. Donc c'est d'une durée de 3 minutes à un quart d'heure. Et ils abordent en fait plein de sujets différents. Ça peut être un article sur la thématique de l'éco-conception, ça peut être le témoignage d'une boîte qui a mené un projet d'éco-conception et voir un petit peu quels obstacles ils ont rencontrés, comment ils les ont surmontés. Ça peut être une infographie sur le thème de l'environnement. Enfin, pour moi, c'est un contenu qui est hyper riche, qui sort un petit peu, qui nous sort un peu la tête du guidon, mais qui permet aussi de ne pas oublier pourquoi est-ce qu'on est dans cette démarche d'éco-conception. Par contre, ce que je conseille, c'est vraiment de les suivre au quotidien, même si ça a l'air un peu lourd comme ça, finalement 3-10 minutes, c'est pas énorme. Moi, généralement, je démarrais ma journée comme ça, avec mon café, avant d'éplucher mes mails. Parce que finalement, quand on en a 4-5 de retard, ben, on passe de 10 minutes à 1 heure et tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué de le caler dans un planning. Donc voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est assez riche et hyper intéressant. Ensuite, on a 2 co-dev, donc des coachings d'éco-émotion qui sont animés par une psychologue spécialisée sur la question environnementale et notamment sur ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Alors, c'est pas nécessaire d'être complètement en panique et de penser qu'on va tous mourir dans 5 ans à cause du réchauffement climatique pour poursuivre ces séances. En fait, ça va vraiment nous aider à nous poser, à mesurer un peu aussi notre niveau de préoccupation face à la crise climatique et surtout d'échanger en fait avec nos collègues et avec une personne extérieure sur ce qu'on pense réellement en fait de la crise climatique, de comment on voit les choses. Enfin, c'est difficile de faire une description exhaustive de ce qui se passe pendant ces 2 séances, mais de mon côté, ça m'a fait pas mal de bien d'échanger en fait avec mes collègues sur ces sujets particuliers en sortant un peu de la casquette pro. Donc c'est assez intéressant. Petite précision, c'est des séances qui sont optionnelles, vous n'êtes pas obligé d'y participer, mais je vous encourage quand même à le faire. Et pour finir, le parcours, il se termine par une célébration en fin de parcours. Donc concrètement, en fait, chaque groupe va présenter son projet devant un comité. En fait, il y a d'autres membres de l'entreprise qui sont conviés. Nous, on a présenté ça devant des membres du CODIR qui étaient intéressés par le sujet. C'est aussi un moment d'échange, de partage. Et puis, bien sûr, on termine ça par un petit coup, un petit toast. Enfin voilà, c'est un moment qui est sympa, qui clôture le parcours et enfin, je le précise, mais ça clôture le parcours, pas le projet. Parce que derrière, il y a encore énormément de boulot pour mettre en place les améliorations qu'on a demandées et pour aboutir sur les produits éco-conçus. Mais globalement, à ce stade-là, les projets ils sont bien lancés, on sait où on va et puis c'est parti, quoi. Du coup, peut-être que pour terminer en 2 minutes, tu peux nous partager un peu un des projets sur lequel tu as travaillé. Bon, ça, c'est pour donner un peu de vie à ce qui a été raconté. Je crois que c'est une photo du premier module. On était au vert. Il y a même 2 chats qui se sont invités pendant toute la session, si je ne dis pas de bêtises.
et ça, c'est un autre module. Mais du coup, ouais, peut-être que tu peux nous raconter ce sur quoi tu as travaillé. Ah, pardon. Ouais. Non, bah, pas de souci, pas de souci. Alors, un de nos projets, ça a été de travailler sur un aspirateur balai. Donc, c'est un aspirateur qui fonctionne sur batterie. Globalement, donc on a réalisé la l'ACV de ce produit-là. On s'est rendu compte que 75% de l'impact du produit provenait de l'extraction des matières premières et de la fabrication du produit. Et en fait, j'ai mis ce petit diagramme aussi qui montre un petit peu l'impact par matériau dans le produit. Donc, on voit qu'il y a une grosse proportion sur le plastique, notamment l'ABS. Il y a une bonne proportion sur le PCB, la batterie, évidemment, et le moteur. Et en gros, finalement, ce sur quoi on a planché pendant le parcours, on a eu plein d'idées en fait pendant la séance de brainstorming. On a retenu que les idées qui étaient globalement les plus faciles à mettre en place. Donc Ambroise, si tu peux juste montrer. Ouais, voilà. Donc là, bon, globalement, j'ai résumé vite fait les pistes sur lesquelles on a travaillé. Donc notamment, l'idée était donc, dans un premier temps de réduire l'impact du plastique. Donc forcément, on a l'utilisation de plastique recyclé qui est arrivé en ligne de compte. Remplacer, pourquoi pas, le tube aussi de l'aspirateur qui était auparavant en aluminium, le remplacer en plastique pour diminuer aussi l'impact de l'aluminium. Travailler sur le PCB, c'est pas forcément évident. La partie électronique, c'est pas quelque chose qui est simple à appréhender. Mais l'idée, c'était de se dire au plus simple, au mieux. C'est-à-dire que on va rationaliser les fonctions du produit, faire en sorte qu'il soit le plus simple possible pour que la partie électronique soit la moins complexe et la moins riche possible. Donc globalement, on va simplifier vraiment les fonctionnalités du produit. Ensuite, on a travaillé donc, sur la réduction de l'impact de la batterie. Alors, on avait envisagé de changer de technologie de batterie, d'utiliser des lithium fer phosphate, par exemple, ce genre de choses. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à le mettre en place. C'est quelque chose qui est assez complexe aussi, notamment en Chine. On a travaillé pas mal sur la réparabilité, par contre. Vous le savez, il y a notamment l'indice de réparabilité qui est sorti sur ces produits-là cette année, qui nous a aidé aussi à appuyer nos demandes auprès des fournisseurs. Mais ça, c'est quelque chose qui a aussi eu un impact assez conséquent sur l'impact du produit. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des solutions les plus porteuses sur ce projet-là. Donc voilà. Merci Victor. Je pense que cette question-là, tu l'as déjà un petit peu traitée où vous en êtes, mais si jamais tu y répondras aussi dans les questions. Moi, je vous passe cette petite slide puisqu'on est un peu court sur le temps, mais je reviendrai si on a du temps après les questions. Moi, je veux privilégier vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser en direct. Il y en a quelques-unes dans le chat déjà, mais n'hésitez pas à les poser en direct si jamais. Et en attendant que vous y imitiez, je prends la question de Thibaut. Pour toi, Victor, avez-vous fait des ACV sur vos produits un par un, ou est-ce que vous avez travaillé sur des familles de produits? Alors, c'est assez compliqué de faire la CV sur une famille complète. Donc, en fait, nous, la stratégie qu'on a prise, c'est de choisir un produit qui serait globalement représentatif de sa famille de produits. C'est-à-dire qu'on a bien fait la CV sur un produit en particulier, mais on a considéré qu'il était représentatif de sa famille de produits. C'est-à-dire que typiquement, pour reprendre l'exemple des aspirateurs balais, on a pris un aspirateur balai en particulier, mais on a considéré que l'ACV de cet aspirateur balai, il pouvait être appliqué aux autres produits aspirateurs balai sur batterie. Donc c'est une démarche qui est évidemment assez limite, mais qui permet déjà d'aller un peu plus loin que ce de quoi on partait, c'est-à-dire vraiment les hypothèses ADEME qui ont servi à l'élaboration de notre bilan carbone. Donc voilà, après on essaie de travailler sur un projet pour affiner cette hypothèse-là, c'est-à-dire de se dire quels sont les composants qui sont les plus structurants en termes d'impact dans l'aspirateur balai et de réussir à extrapoler ça en comparant avec les autres produits pour avoir des ACV un peu plus fines sur les autres produits. Mais on aura du mal à faire une ACV en fait sur la globalité de la famille, on est obligé de la faire sur un produit. Il faut y aller step by step, en fait, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement que vous pouvez prendre en direct?
J'ai une petite question par rapport à tout ce qui est moniteur vidéo, puisque nous, c'est notre cœur de métier, donc on va simplifier par les téléviseurs, hein, puisque c'est juste un tuner de plus. Vous avez fait des ACV aussi sur ces produits-là, puisque chaque marque a ses spécificités, évidemment. Chaque taille d'écran, j'en passe, et des meilleurs. Du coup, c'est assez complexe, parce qu'il y a autant la fabrication que l'utilisation. Mhm. Alors, pour être tout à fait franc, c'est effectivement une des familles de produits qui nous pose le plus de problèmes. Ça serait bien qu'on échange dessus à l'occasion. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de réaliser une ACV précise sur une télé. Comme vous le dites, en fait, il va y avoir la notion de taille. Bon, ça, à la rigueur, on peut s'en affranchir, mais surtout la technologie qui est utilisée et surtout l'accès de la data d'un point de vue environnemental. En fait, pour faire notre ACV, on va utiliser une base de données qui va nous donner finalement les impacts environnementaux pour chaque matériau utilisé. Aujourd'hui, il y a certaines limites sur la modélisation, notamment des dalles LED, des différentes technologies. Et effectivement, c'est assez complexe. On est dessus. J'ai pas de solution comme ça à vous apporter, mais c'est vrai que c'est une des familles qui est les plus compliquées à modéliser, en tout cas d'un point de vue ACV. Mais effectivement, je reprends les contacts avec vous, parce qu'il y a des choses où je pense qu'on peut s'aider mutuellement. Tout à fait. Tout à fait. J'adore entendre ça. Moi, j'ai aussi une petite question, si je peux me permettre. Donc, Oriane, je suis avec Alice. Nous, on travaille pour Nocibé, donc sur des produits cosmétiques. Je me demandais sur la méthodologie utilisée. Est-ce que on peut utiliser voilà, la même méthodologie d'ACV pour toutes les catégories de produits? Ou est-ce qu'il y en a des différentes, des meilleures que d'autres, etc. Absolument. En soi, on peut utiliser la même méthode. La méthode, elle va être la même pour n'importe quel produit. Encore une fois, la seule limite sera plutôt la base de données dans laquelle vous allez vous situer. Je sais que dans le parcours éco-conception, on utilise des outils qui sont des outils open source, que ce soit l'outil de modélisation d'ACV et la base de données. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'investir dans un outil spécifique un petit peu plus précis et une base de données qui est payante, qui est EcoInvent, en fait la base de données de référence en Europe, et dans laquelle il y a beaucoup plus de données de modélisation. Mais on peut tout à fait l'utiliser pour les produits cosmétiques ou des produits chimiques. Il n'y a aucun problème là-dessus. La seule limite, encore une fois, ça va être de trouver la donnée correspondante dans la base de données. Pour Ok, merci répondre beaucoup. pour répondre à Oriane, sachez que vous avez tous vos PLVistes qui font généralement des ACV maintenant. Toutes les PLV que vous recevez sont faites par différents agenceurs qui ont des outils ACV et qui ont commencé à en mettre en place. Nous, on travaille, en tout cas toutes les deux, plutôt sur la partie MDD, justement, donc vraiment produits cosmétiques. Et enfin, nous, c'est nos clients, les cosmétiques. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Bien sûr, Que bien ce sûr. soit nous ou nos concurrents, ont été mis en place des outils ACV qui commencent à être performants et qui tiennent en compte tous les matériaux. Ok. Je prends la question de Bernard, merci de l'avoir rappelé. Tu as parlé à un moment donné de diviser par deux l'empreinte CO2, Victor. Est-ce que c'était sur les 3 scopes? Est-ce que tu as cette réponse? Oui, c'est sur les 3 scopes. Alors, je n'ai pas précisé, mais c'est bien divisé par 2 au produit. Forcément, si on augmente nos ventes d'ici là, on ne va pas chercher à diminuer. Enfin, voilà, techniquement, ça va être compliqué. Mais c'est bien diviser l'impact carbone par 2 pour chaque produit vendu sur les 3 scopes. Ok. Très clair. Moi, j'ai 2 questions, si tu veux, Ambroise, Vas-y. qui arrive. Alors déjà, est-ce que, c'est une question peut-être, je ne sais pas si c'est pour Victor ou plutôt pour toi, mais est-ce que vous parlez aussi d'éco-socio-conception? Je ne sais plus qui m'avait parlé de ça il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que du coup ça me parle beaucoup maintenant que j'ai entendu ce mot. C'est-à-dire, quelque part dans le socio, il y a un peu le cœur du donut qu'on n'aborde pas toujours très bien en fait. Ouais. Pas forcément pour l'électroménager, tout ça, mais bon, voilà, pour l'alimentaire, ça compte beaucoup par exemple. Je veux bien prendre cette question, Victor, si tu veux. Nous, en fait, on s'est posé la question du cadre méthodologique dans lequel on agissait pour ce parcours, mais pour les autres aussi. Et le cadre, c'est le donut. Donc forcément, on n'est pas, enfin déjà, on n'est pas que carbone, on est limite planétaire, et ensuite, on est du coup pas que limite planétaire, on est aussi plancher social. Et en fait, dans l'éco-conception, quand on fait l'ACV,
c'est une approche multicritère. Et du coup, ça, c'est un peu, quelque part, la décision de l'entreprise. Comme il y a des entreprises qui décident d'être focus exclusivement carbone, d'autres qui voient le sujet en plus large et d'autres qui intègrent les critères sociaux. Mais la méthodologie d'ACV permet d'intégrer des critères sociaux aussi, comme il y a pollution de l'eau, il va y avoir les conditions de travail ou d'autres critères, éventuellement si si ça peut, enfin, sur les maladies, sur un certain nombre de choses. Donc, il y a aussi des critères sociaux qui peuvent être ajoutés de la même manière. Enfin, c'est un critère de plus, quoi. Mais c'est la même méthode. Merci. Et peut-être si tu veux nous parler aussi des autres parcours que vous avez? Ouais. Bah, on a aujourd'hui, là, on vient de sortir un parcours sur la performance extra-financière. Donc, l'enjeu est assez simple, c'est de dire, comment on compte la valeur dans l'entreprise, et comment on compte les valeurs de l'entreprise. Et du coup, ça s'adresse au métier du chiffre. Hem, Notamment, ça s'appuie sur, un enjeu qui est l'enjeu de, la CSRD qui va arriver pour un certain nombre de grands groupes, qui va durcir un peu le reporting. Mais le parcours a l'ambition d'aller aussi plus loin en disant, les métiers du chiffre, ils vont avoir pour responsabilité de faire, leur métier, c'est-à-dire, comptabiliser, budgéter, gérer, la valeur, mais plus uniquement financière et sur d'autres. Et donc du coup, avec la même méthodologie, on accompagne ces métiers du chiffre sur des projets réels pour aller, faire ses premiers pas, concrets, puisque c'est un vrai projet en triple comptabilité, ou sur, d'autres outils, puisqu'on propose différents outils que l'entreprise pourra choisir d'utiliser. Donc voilà, donc ça c'est un autre parcours et ensuite là on est en cours de création et je serais très intéressé d'ailleurs de discuter avec, ceux qui sont, sur cet enjeu, un parcours CODIR, spécifique, avec une dimension un peu plus stratégique, et aussi, des sujets, sur le management parce que manager, une transformation sur le thème écologique, c'est particulier, parce qu'il y a des enjeux, comme tu l'as dit Victor, d'éco-émotion, de résistance, de changement de mode de pensée et cetera. Donc on est en train de construire ça et pour le construire, le mieux possible, on est en phase de discussion avec plein d'entreprises pour comprendre, les attentes qu'il y aurait sur un tel parcours. Voilà. Merci de m'avoir donné l'opportunité de passer ce message. Non, parce que, enfin voilà, nous, c'est vrai qu'on a on a bien envie de continuer à travailler avec vous, en tout cas de lancer des choses et sur le parcours CODIR, je sais qu'il y a des membres du comité RSE qui sont là. Enfin, nous, c'est un enjeu aussi suite à la participation à la convention d'entreprise pour le climat. On voulait créer un parcours CODIR, ou nos peut-être même, qui mélange nos adhérents. Enfin voilà, on avance pas à pas parce que mais voilà, s'il y a des choses qui se mettent en place par ailleurs, Ouais. autant les mettre en valeur et voir comment on peut. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit parce que c'est loin d'être, officiel, mais la motivation à créer ce parcours CODIR, enfin nous, on a participé à une réplication de la convention des entreprises pour le climat, donc on connaît bien et notamment ce parcours CODIR, la discussion a été ouverte avec la CEC, pour potentiellement le faire ensemble, donc il faut qu'on en discute. Très bien. Eh bien, écoutez, il y a Cécilia qui t'a tendu la main là, de Nocibé. Merci infiniment Victor, c'était passionnant, c'était hyper clair. Voilà, je pense qu'on a bien fait d'enregistrer. Après, vous nous direz ce que vous voulez qu'on fasse de l'enregistrement. En tout cas, je vous l'envoie. Je vous mets aussi dans le chat, notre parcours, leadership pour, accompagner la transition écologique. Donc ça rejoint un peu aussi internaliser la compétence, mais aussi tout ce qui est émotion. Nous, on est en train de suivre toute l'équipe Institut Commerce, on suit ce parcours, avec l'équipe WAS, et une dizaine de nos adhérents et il y aura des vagues suivantes. Donc voilà, il y a plein de façons de se former et d'être plus fort sur ces sujets et d'avoir, toutes les compétences qu'il faut, y compris humaines, pour soutenir la transition écologique en interne. Et donc, je vous remercie infiniment à tous. Je vous enverrai la prochaine date dans votre agenda dès que j'aurai fixé, le sujet. Et si vous avez des propositions de témoignages pour participer au type RSE sur des méthodes que vous avez, déployées pour, estimer la RSE en interne et en externe, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on mette ça en place, c'est 1 fois par mois. Voilà, merci beaucoup, merci, à tous les 2 et à très bientôt. Merci. Pour votre attention, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci tout le monde, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci Merci, bonne beaucoup. journée. Bonne